Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français francophones à l'étranger, votre quotidien en ligne. Je suis Hervé Hérault, le fondateur et le président des éditions lepetitjournal.com. Vous me connaissez pour nombre d'entre vous. Aujourd'hui, la thématique comment investir dans l'immobilier locatif en France face aux défis actuels. On a avec nous Manuel Ravier, qui est le cofondateur et le président d'investissementlocatif.com, entrepreneur, conférencier, lui-même investisseur en France depuis près de 10 ans. Bonjour Manuel. Bonjour Hervé, merci de l'invitation. Eh ben super, merci, enchanté. On a à peu près 1 heure ensemble, les internautes. Donc, l'idée, c'est de poser vos questions, bien entendu, à Manuel, qui est un expert de ce secteur, un expert du marché, qui va vous donner tous les bons tips, tous les bons tuyaux. Vous êtes déjà assez nombreux à vous être connectés. Donc, vous avez un petit onglet questions en bas à droite avec, vous voyez, un petit point d'interrogation, poser une nouvelle question. Donc là, je vais vous mettre un petit bonjour. Voilà, hop. Et écoutez, déjà, je vous encourage à nous dire où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie et c'est la fin de journée? Est-ce que vous êtes sur le continent américain, c'est la soirée, en Europe, en Afrique? Enfin, faites-nous un petit signe, dites-nous un petit peu, puis comme ça, on verra. Voilà, Nathalie, elle est à Alicante. Bonjour à Nathalie. Oh, Alicante, le climat doit être plutôt sympa. Eh bien, enchanté et bravo. Anne qui est à Singapour. Donc, une fois de plus, bienvenue à tous. Posez bien vos questions. Murat à Istanbul, Marc à Amsterdam. Posez bien vos questions tout au long de ce webinaire. Comme je le disais, on a à peu près 1 heure ensemble. Il sera aussi disponible en replay quelques minutes après la fin du webinaire. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, vous ne perdrez rien. Posez quand même bien vos questions au début, bien entendu. Et puis, si vous voulez le faire connaître, évidemment, il y aura aussi un article dans le Petit Journal dans les prochains jours avec la vidéo YouTube. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à le faire connaître à vos amis, connaissances, collègues français de l'étranger, francophones, qui pourraient être intéressés, évidemment, pour en savoir plus sur l'investissement dans l'immobilier locatif en France. Manuel, je vais te laisser la parole quelques secondes juste pour te présenter, nous présenter un petit peu ta société, ce que vous faites, qui vous êtes, et puis après on rentrera un petit peu dans le vif du sujet si tu veux bien. Bien sûr, déjà encore une fois, merci Hervé pour l'organisation. Donc je m'appelle Manuel Ravier, moi je suis entrepreneur. J'ai créé une société, un groupe de sociétés il y a une dizaine d'années. On a commencé à deux à l'époque avec mon associé Michael. On n'avait pas d'aide particulière, on n'avait rien de spécial. Et on est aujourd'hui 200, donc on est très très fiers d'avoir la confiance de nos clients, ce qui a permis cette belle réussite entrepreneuriale. C'est de ça qu'on parle. Et à côté de ça, je suis également investisseur immobilier puisque j'ai fait exactement ce que je conseille de faire à nos clients, ce que vous allez faire, j'espère, et je vous le souhaite, juste après cette conférence. J'ai investi dans l'immobilier en utilisant l'effet de levier du crédit et en achetant un bien, deux biens, trois biens. J'ai commencé dès que j'ai pu. Ça veut dire, une fois que j'ai eu mes 3 bilans, puisque quand on est entrepreneur, c'est un peu plus compliqué sur le financement, on pourra reparler du financement. Et depuis, on a accumulé à peu près 150 biens qui vont du bureau à l'appartement avec Michael à deux. Donc on a utilisé au maximum tout ce qu'on pouvait en termes de capacité d'endettement à titre personnel. Et c'est ce que je conseille de faire à nos clients, même si tout le monde n'achètera pas 150 biens, et ce n'est pas du tout l'objectif d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez utiliser votre capacité d'emprunt, utiliser votre effet de levier, l'effet de levier du crédit qui est proposé par la banque, on va en reparler après, de manière à vous constituer le patrimoine le plus gros possible, non pas dans une logique où on se dit on est capitaliste, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir plus que l'autre, mais dans une logique où ce patrimoine-là, moi je le vois comme étant au service de ma vie, parce que j'ai sans raconter toute ma vie, j'ai une famille qui travaille beaucoup dans le social, j'aime bien raconter ça, avec 2 sœurs qui travaillent dans le social, une maman qui est une ancienne assistante sociale, et je sais que grâce à ce patrimoine-là, si on a des besoins, si elles ont des besoins financiers, je peux quelque part prendre le relais et me substituer, ce qui n'est pas leur cas puisqu'elles ont fait des choix de métier passion. Voilà, donc c'est tout ce que je vous souhaite et je vais essayer de vous donner le maximum de clés tout au long de la conférence, des éclairages aussi sur le marché actuel qui est un petit peu spécifique avec tout ce qui se passe suite au Covid, puis à la guerre en Ukraine, l'inflation, etc. Je vais resituer le marché immobilier en France et l'investissement en France au sein de ces bouleversements, on va dire, économiques, et puis essayer de vous aider justement à passer à l'action. Super, écoute, merci Manuel. Pour une fois, les cordonniers sont pas les plus mal chaussés, bravo, parce qu'on a à la fois un expert et un témoin, puisque, comme tu l'as dit, tu vis toi-même les conseils que tu donnes aux autres, tu les Mais pratiques. pour moi, c'est important parce que
quand on parle d'immobilier, il y a énormément de choses à connaître, que ce soit sur la partie fiscale, sur la partie recherche de biens, aussi savoir que l'immobilier, on en parlera peut-être dans cette conférence, ça peut rapporter beaucoup, mais c'est aussi des coûts, des responsabilités de devoir entretenir son patrimoine. Quand on a un bâtiment, quand on a un appartement dans une copropriété où qu'elle soit, bah, ça rapporte beaucoup, mais il faut aussi parfois savoir faire les bonnes dépenses, qui ne sont pas des dépenses, mais des investissements pour entretenir le bâtiment, par exemple. Et effectivement, j'ai vécu à titre perso les situations et pour nos clients, puisque je n'ai pas beaucoup parlé d'entreprise encore, mais et pour nos clients et également à titre personnel, ce qui me permet d'avoir vraiment la big picture, comme on dit en anglais, la vision complète de l'investissement de A à Z. Justement, peut-être sur l'entreprise que je n'ai pas beaucoup présentée. Oui, vas-y. Donc, je vous ai dit qu'on a commencé cette entreprise à deux. On l'a commencé à Paris. À l'époque, on sortait tout juste de nos études. C'était fin 2011. Et là, donc, on a fêté nos 10 ans. Le groupe a fêté ses 10 ans. Et on a à peu près 200. Donc, on accompagne des gens qui souhaitent investir dans l'immobilier, qu'ils soient non résidents ou pas. On a à peu près 30% de clients non résidents. Et on accompagne eh bien, des investisseurs dans leurs projets qui permettent finalement de nous déléguer tout le projet qui va de la recherche du bien jusqu'à la mise en location, en passant par le suivi de travaux, l'ameublement, la décoration, etc. Et pour vous donner un ordre d'idée du volume, on fait à peu près 600 à 700 projets cette année. Et on a réalisé plus de 2500 projets en tout. Donc des projets livrés, donc des appartements livrés, clés en main, rénovés à une clientèle d'investisseurs qui ont un patrimoine désormais qui tourne. Et beaucoup de nos clients d'ailleurs réitèrent, puisque quand on comprend comment ça marche, bah, on se dit que c'est presque trop beau pour être vrai, puisque en fait, nos clients font aucun effort, hein, c'est nos équipes qui font les efforts, on est payé pour ça évidemment, mais la banque va financer le bien, nos équipes vont gérer toute opération pour vous, et à la suite de ça, c'est bien vous qui allez avoir un patrimoine qui se développe et qui allez gagner de l'argent en vous enrichissant chaque mois grâce au remboursement de la banque. Et donc, voilà. Donc, il y a un petit effet, comme je le dis parfois, c'est un peu connoté, mais il y a un petit effet martingale, un petit effet magique de pouvoir faire ça avec des taux d'intérêt intéressants et avec des effets de levier importants. Merci. Allez, on va rentrer un peu justement dans le vif du sujet. On a Guy qui est à Singapour, Fabrice qui est à Varsovie. Merci à tous les internautes. N'hésitez pas à poser vos questions. On a une première question de Célia qui est assez générale, mais qui finalement, j'allais poser quasiment la même. Est-ce que c'est le moment pour acheter? Alors après, on verra dans le neuf ou l'ancien, à Paris ou ailleurs, mais j'allais te demander plus une question, Manuel, plus générale, c'est-à-dire, là, on voit les nouvelles, il y a la situation en Ukraine, l'inflation, les prix de l'énergie. On se demande si on va se chauffer cet hiver. Enfin, bon, je veux pas dépeindre un tableau trop noir, hein, évidemment, mais il y a quand même beaucoup d'inquiétudes, hein, ça, on ne peut pas se le cacher. On voit que les taux remontent aussi. Est-ce que tu dirais que c'est le moment de faire un investissement immobilier ou locatif, ou est-ce que c'est une période qui est plus risquée, plus difficile? Alors bon, si je dis que c'est le moment, on va me dire, Manuel, c'est ton intérêt de le dire, donc c'est une réponse. Disons que on dit souvent en matière d'immobilier, le meilleur moment pour investir, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'immobilier, il y a un facteur temps qui est très important. C'est-à-dire qu'on s'enrichit dans la durée en matière d'immobilier. On peut aussi faire de l'achat-revente et s'enrichir instantanément, entre guillemets, mais ce n'est pas ce que j'aborde aujourd'hui. C'est un autre type de stratégie. Avec le locatif, finalement, on s'enrichit parce que chaque mois qui passe, on va encaisser le loyer d'un locataire et on va rembourser une fraction de son prêt à la banque. Voilà. Donc, on comprend bien que plus je commence tôt, entre guillemets, si je commence aujourd'hui, ben, je percevrai, il y a déjà des délais qui sont incompressibles pour structurer une opération, des délais de notaire, des délais liés aux travaux. Donc, on comprend bien que si je commence aujourd'hui, je commencerai à percevoir mes premiers loyers dans 6 à 9 mois, selon la durée des travaux à réaliser. Donc, attendre, c'est perdre de l'argent en matière d'immobilier. Déjà, ça, c'est le premier point. Après, si la question c'est où est-ce qu'on en est en matière de marché, est-ce que le marché va potentiellement consolider, est-ce que ça va baisser, est-ce que ça va monter? Bon, déjà, la première chose, c'est que je n'ai pas de boule de cristal. Ce qu'on constate, pour répondre à la question de Célia, c'est que Paris, aujourd'hui, est sur une phase de consolidation que j'appellerais une consolidation à plat en termes de prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 2 ans, Paris a été à peu près flat. On parle de moins 3% en 2 ans, donc moins 1,5% par an. Bon, c'est disparate selon les arrondissements, selon les types de biens. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un effondrement, déjà, ça c'est sûr, et ce n'est pas non plus une phase d'hyper hausse comme on a pu connaître sur les 10 dernières années. Donc on est sur un marché stable. Moi, ce que je constate en étant sur le marché parisien tous les jours, enfin avec nos équipes bien évidemment, ce que je constate, c'est qu'en vérité, on commence à voir des affaires intéressantes sur le marché parisien. Les prix résistent très bien, il n'y a pas de baisse de prix, hein, moins 3% en 2 ans, vous comprenez bien que ce n'est pas ce que j'appellerais une baisse.
Mais néanmoins, on commence à voir qu'avec les problématiques de financement dont on parlera après, on a des vendeurs qui peuvent avoir eu un ou deux refus de prêt sur un acquéreur et qui sont prêts, quand ils sont pressés de vendre. Alors on parle vraiment à la marge de quelques opérations pour l'instant, mais qui sont prêts à faire des négociations, surtout si on est capable de les rassurer sur la partie crédit. Donc pour moi, c'est un très bon point d'entrée sur le marché parisien. Et d'ailleurs, à titre personnel, on continue bien sûr d'accompagner des clients à Paris, des clients qui en général, et ça pour moi c'est aussi un signal, sont des clients plutôt dans la finance, des clients plutôt fortunés, donc qui savent en général, qui sont très éduqués et qui savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et à titre personnel, je continue aussi d'investir à Paris et j'ai vendu aucun de mes biens parisiens. Parfois, on me dit, mais Emmanuel, tu aurais pu anticiper, peut-être que ça va baisser à Paris, est-ce que toi, tu as vendu? Je n'ai vendu aucun bien parisien. J'ai vendu un bien de 11 mètres carrés parce qu'il était trop petit à l'échelle de mon patrimoine, mais ça n'a aucun rapport avec l'état du marché. Donc, à mon sens, Paris, pourquoi ça reste intéressant et pourquoi ça peut être un bon moment pour investir à Paris? Déjà, parce que comme je vous l'ai dit, on est capable de saisir des opportunités avec potentiellement des négociations, ce qui n'était pas le cas sur les 5-10 dernières années. On était sur des marchés où on ne pouvait pas négocier. Le rapport de force était très fortement en faveur des vendeurs. Ça s'est un peu inversé, donc ça peut être une opportunité. Et puis deuxièmement, Paris reste la capitale européenne au niveau économique, la capitale française évidemment, un énorme hub avec un tissu économique, 30% du PIB français, le projet du Grand Paris, les JO qui arrivent, les touristes qui sont revenus. Ça, c'est aussi une super nouvelle puisqu'on a souffert en toute franchise pendant le Covid sur la partie location. Et là, le marché locatif est reparti très très fort à Paris. Donc pour moi, effectivement, les astres sont alignés et je pense effectivement que c'est très intéressant aujourd'hui de se repositionner sur un marché parisien. Et est-ce que tu as l'impression, parce que là on a parlé de Paris du coup, est-ce que tu as l'impression que ce que tu viens de nous dire pour Paris, Paris est un marché à part, hein, parce que c'est la capitale de la France, c'est une capitale mondiale, mais est-ce que par exemple, c'est aussi des choses que tu retrouves dans les autres grandes métropoles françaises, parce que vous travaillez sur toute la France, Bien hein, sur sûr. une très grande partie de la France, Manuel? Oui, alors on travaille dans beaucoup de villes en France. En fait, c'est surtout le marché parisien qui a été entre guillemets sinistré. C'est pour ça que je parle de Paris, parce qu'on me pose la question à ce Oui. sujet-là. Les autres villes françaises, globalement, les prix ont continué de monter, et pendant la crise Covid, et après, et encore aujourd'hui, les prix globalement, si je devais tirer une carte de la France, les prix continuent toujours de monter en matière d'immobilier en France. Donc ça, c'est déjà le premier point. Après, il n'y a pas évidemment que Paris. Là, on me posait la question sur Paris. Oui. D'autres villes ont des atouts. Ce qu'on constate, c'est que le marché locatif est globalement très dynamique au niveau français. Donc ça, c'est un point hyper intéressant. Et ça va être renforcé avec les évolutions sur la partie DPE. Il faut comprendre que déjà aujourd'hui, il y a plein d'articles dans la presse, hein, vous les retrouverez facilement. Le marché locatif, on voit qu'on a un manque de logements comme on n'a jamais eu. Donc là, nous, on le voit puisqu'on gère, je ne l'ai pas dit, mais on va jusqu'à la gestion de l'administration de biens pour les clients qui le souhaitent. On gère entre 1500 et 2000 appartements aujourd'hui au niveau français. Et on a un parc qui n'a jamais été aussi plein. C'est-à-dire qu'on voit que la demande est très forte sur la partie locative, ce qui est déjà le point le plus important, parce que quand on est investisseur, ce qu'on veut, c'est avoir un logement rempli, qui se loue, avec des loyers potentiellement qui augmentent. Et c'est le cas, puisqu'on a des revalorisations de loyers qui ont été limitées par le gouvernement à 3,5% par an. Mais ça reste déjà très intéressant, hein, 3,5% de revalorisation. Et on voit que voilà, on a énormément de villes qui sont attractives en France. Alors, toutes n'ont pas les atouts économiques ou touristiques de Paris, évidemment. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire si vous prenez un rendez-vous avec nos équipes, par exemple, un rendez-vous qui vous engage absolument à rien. Eh bien, c'est de voir en fonction de vos critères à vous, quelles peuvent être les villes ou les zones géographiques les plus adaptées. Je vais prendre un exemple. Si Hervé, par exemple, tu me dis, moi, ce que je veux, Manuel, c'est avoir peut-être plus de rendement pour ne pas avoir à faire d'efforts d'épargne chaque mois. Je veux être potentiellement, je veux mettre un apport et après être à l'équilibre, voire être en cash flow positif. Ça, on ne pourra peut-être pas le faire dans Paris Centre. Parce que le rendement locatif dans Paris Centre sera faible par rapport à d'autres villes, ce qui est logique puisqu'on va acheter cher. Oui. Même si on loue cher, on ne rattrape pas l'écart. Et donc là, à ce moment-là, je vais essayer de voir avec toi, par exemple, tes critères et te dire avec quelle ville déjà tu es à l'aise et on t'emmènera. Quand je dis on t'emmènera pas, tu pourras tout faire à distance si tu habites à l'autre bout du monde, évidemment, mais on va t'accompagner dans des zones géographiques où tu es à l'aise et surtout dans des zones où il y a un potentiel en termes de loyer. Et ça peut être par exemple à Lille ou en périphérie de Lille. Si un client cherche un rendement dynamique, ce qu'on fait habituellement, ça peut être par exemple un immeuble de rapport en périphérie lilloise. Par exemple, je parlais de mes sœurs qui sont dans le social. J'ai fait investir ma grande sœur qui est professeure des écoles dans le public, qui habite dans une petite ville en France, qui n'habite pas du tout à Paris. Elle a des moyens limités.
je l'ai quand même accompagné, justement pour la même raison que ce que je fais moi, hein, pour que ses enfants, plus tard, elles puissent peut-être avoir un revenu complémentaire, une retraite, etc., plus élevé. Je l'ai accompagné en périphérie lilloise, dans un immeuble de 4 lots, et on était en dessous de 400 000 euros, à environ 360 000 euros, tout inclus. Donc, achat, travaux, ameublement, frais de notaire, honoraires, donc la totale. Donc, 360 000 euros sur ce projet-là, 4 appartements, et elle a pu avoir un cash flow positif, puisqu'elle était en périphérie lilloise, donc dans une zone où on a un meilleur rendement qu'à Lille, par exemple, et elle a pu chaque mois mettre un apport limité et avoir des loyers qui sont supérieurs à ses mensualités de crédit, avec un prêt sur 20 ans. Voilà, donc ça dépend en fait de la stratégie de chacun. Souvent, quand on a des clients, si je devais schématiser, quand on a des clients qui ont beaucoup de cash, comme ça peut être le cas de non-résidents, qui travaillent parfois, sans faire un cliché, mais qui peuvent travailler parfois dans la finance, avoir des gros bonus, ce qu'ils vont me dire, c'est Manuel, moi ce que je veux, c'est à la saison des bonus, faire un projet, injecter aussi une partie de mon bonus en apport dans une zone hyper patrimoniale. Donc là, on peut aller à Lyon, Paris, Bordeaux, par exemple, ou même Nice, où on est présent, où on fait des très beaux projets. Et à partir de ce moment-là, on va avoir quelque chose qui va être à l'autofinancement parce que le client a mis un apport plus élevé. À l'inverse, quelqu'un qui démarre dans la vie ou qui a peut-être un apport plus limité ou qui a pas forcément le même confort financier, puisqu'on accompagne tout type de clients, on va peut-être le conseiller de ne pas venir dans Paris Centre parce que l'opération ne sera pas équilibrée, mais d'aller en périphérie, en région parisienne, s'il veut absolument être dans la zone. Première, deuxième couronne, on fait des super projets dans le 77, 91, 78, ou aller dans d'autres villes de France, puisque comme tu l'as dit Hervé, on est à Marseille, où on fait des super projets. C'est une ville avec un fort potentiel de hausse dans les futures années. On est présent à Nice, on est présent à Nantes, à Rennes, on est présent à Vannes, une super zone qu'on a ouvert assez récemment et on a une très bonne équipe sur place et où on fait des projets. Voilà. Donc si vous connaissez la Bretagne, ça vous parlera. Et on est bien sûr présent à Grenoble, à Metz, Nancy, enfin voilà. Globalement partout en France. Je ne vais pas citer toutes les villes parce que j'ai peur d'en oublier, mais vous pouvez nous consulter en fonction de vos projets. Bon, voilà. Donc, ça répond également à Marc qui demandait à quelle région vous êtes installé. Bon, c'est vraiment dans toutes les grandes villes de France. Puis, effectivement, allez consulter le site et prenez contact avec Manuel. La Corse aussi, je sais que vous travaillez avec la Corse, Manuel, peut-être? Alors non, malheureusement, on n'est pas en Corse. Alors, Agnès, ça ne sera pas Désolé. pour la Corse. Désolé, j'aimerais bien. Ouais, ça va peut-être venir. Allez, on va prendre les questions des internautes. Mathieu demande, quelle garantie votre société assure-t-elle à ses clients sur la qualité des biens que les chasseurs sont amenés à proposer? Que se passerait-il si un immeuble est mis en péril, par exemple? Alors, les garanties qu'on offre, en fait, c'est tout simplement qu'on a une équipe d'architectes. Je n'ai pas trop expliqué comment on est structuré. On a des chasseurs immobiliers qui vont rechercher les affaires. Et ensuite, on a des architectes d'intérieur ou, selon le type de projet, des architectes, ce qu'on appelle HMNOP. C'est anciennement les architectes DPLG, hein, donc les vrais architectes, entre guillemets, qui interviennent pour sécuriser et valider les projets. Donc, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas qu'un immeuble puisse être mis en péril du fait qu'on va le vérifier en amont et qu'on va pouvoir effectuer des vérifications d'usage dessus. Les garanties qu'on offre, vous avez une garantie décennale sur les travaux, une garantie biennale également. Donc ça, c'est les garanties qui sont, on va dire, classiques sur de la rénovation d'intérieur. Et si on a de la rénovation lourde, on va vérifier, bien sûr, de la solidité de l'entreprise. On a un système de vérification. Alors, je ne suis pas le mieux placé. C'est pas moi qui fais ça au sein d'entreprise, mais on a un pôle juridique qui va vérifier aussi avec des sociétés externes que l'entreprise qu'on va vous proposer soit solide financièrement, qu'elle soit à jour dans le paiement de ses URSSAF. Il y a toute une batterie de choses qu'on vérifie. Voilà. Allez, une question de Nathalie qui demande qu'entendez-vous par location? Enfin, surtout, ce qu'elle demande, c'est qu'est-ce qu'on doit privilégier? Est-ce qu'on doit privilégier de la location longue durée ou qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce qu'on de la location moyenne, 4-6 mois par an, ou plutôt du touristique, du Airbnb? Qu'est-ce que vous recommandez, ou est-ce que ça dépend peut-être des biens? Ouais, alors c'est une très bonne question. On a longtemps fait uniquement de la location longue durée, donc de la location meublée à l'année. C'est à la fois le système de location le plus pérenne dans le temps et le plus sécurisé. Pourquoi le plus pérenne? Parce que quand on parle de courte durée, il faut savoir qu'en France, c'est très encadré en matière de location touristique et ça varie d'une commune à l'autre. Et ça varie dans le temps. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez le droit d'exploiter un bien en location courte durée, par exemple dans une ville côtière, il se peut que demain, dans cette ville-là, le règlement change et que vous ne puissiez plus l'exploiter en matière de saisonnier. Donc, quand on vous propose un projet,
On va vous faire des simulations, vous proposez ce qu'on appelle une projection financière. Vous avez absolument tous les détails financiers du projet, avec le prix d'achat, le montant des travaux de rénovation qu'on va respecter au centime près, donc on estime les travaux. On va avoir bien évidemment les frais de notaire, les honoraires, le montant des meubles, etc., etc. Et on va également vous estimer les loyers avec une fourchette de loyer, une fourchette basse, fourchette haute, sur à chaque fois un système de location longue durée. Ensuite, on a des clients, quand on livre le projet, qui passent sur une exploitation courte durée, notamment à Marseille. Je vous conseille vraiment la zone de Marseille, déjà parce qu'on y a une super équipe et aussi parce que c'est une des zones où on peut encore exploiter en courte durée si on a, il y a plein de conditions. Il faut que le bien soit détenu en nom propre et il faut maximum que vous exploitiez un bien par personne. Si vous détenez en SCI ou à travers une société, ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas le droit. Et si vous avez plusieurs biens, vous ne pouvez pas exploiter plusieurs biens en location courte durée. Voilà, donc limiter à un bien, ça peut être une option intéressante. On a d'autres villes de France où on peut vous accompagner sur du saisonnier. Et enfin, tu m'as posé la question, Hervé, sur la location moyenne durée. Oui. On commence à le faire de plus en plus à Paris et on voit que ça peut booster les loyers. On a fait un projet juste fantastique à Paris, à Pyramide, dans le premier arrondissement de Paris. J'ai adoré ce projet. On l'a fait pour un client qui, en plus, est un formateur en immobilier. Donc, ça m'a flatté parce que quand un formateur en immobilier devient client chez nous et nous demande et nous recommande, etc., on se dit que c'est quelqu'un du métier. Donc, c'est encore plus touchant pour nous professionnels. Mais au-delà de ça, donc son projet était hyper rentable. On lui avait estimé 1 500 € de loyer en location classique. Il l'a exploité lui-même en moyenne durée et il le loue 2 500 € par mois. Ah oui. Donc là, il le loue à une clientèle d'Américains qui va rester 3 à 6 mois. Et là, pour lui, c'est magnifique parce qu'il passe d'un rendement qui est estimé, je crois, un peu en dessous de 4% à Paris Pyramide, par nous, en location longue durée. Et je ne sais pas combien il a aujourd'hui, mais il a fait exploser son rendement grâce à la location moyenne durée. Donc, c'est une option qui peut être intéressante. Très bien. Allez, les internautes, vous avez pas mal de questions, tant mieux, puisque Manuel est là pour ça. Fabrice, qui est à Varsovie, demande, parce qu'il évoque la convention fiscale France-Pologne, qui est un vrai cauchemar, selon lui. Est-ce que dans l'accompagnement des non-résidents, vous offrez un service d'accompagnement fiscal, Manuel, ou est-ce que peut-être vous travaillez avec des experts ? Oui, alors on peut conseiller et vous obtenir, c'est ce qu'on obtient pour nos clients. On a un deal avec un expert comptable spécialisé qui va vous faire un rendez-vous même gratuit de conseil d'une trentaine de minutes, donc n'hésitez pas à me solliciter. Après, en toute franchise, je ne suis pas sûr qu'il soit spécialisé de la convention fiscale avec la Pologne. Donc, moi, globalement, les règles fiscales, comment ça fonctionne. Si vous investissez en France, je vais essayer d'être concis parce que quand je rentre dans la fiscalité, moi, ça peut durer longtemps et voilà. La logique, c'est quoi? La logique, globalement, avec quasiment tous les pays, c'est la logique de la non-double imposition. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas être prélevé 2 fois pour les mêmes impôts, une fois dans le pays où se situe le bien, la France, et une fois dans le pays où vous résidez. Ça, c'est la logique de base. Et donc, la convention fiscale avec la Pologne, ça doit être la même logique. Le point qui peut varier selon le pays dans lequel vous êtes basé, c'est que vous allez exploiter le bien, par exemple, en location, je vous conseillerais toujours la location meublée, donc vous allez l'exploiter en location meublée. Vous n'allez pas payer d'impôts pendant assez longtemps en France du fait de mécanismes spécifiquement français d'amortissement de déficit. Et j'en parle dans des vidéos YouTube. Donc, si ça vous intéresse, faites-moi un mail à la fin. Je vous laisserai mon mail et je vous enverrai les vidéos. J'en parle pendant longtemps, donc je vous laisserai découvrir ça. Donc, ce qu'il faut retenir juste, c'est que vous ne paierez pas d'impôts en France sur les revenus locatifs de location meublée en France pendant de nombreuses années, environ 10 ans. Et si vous faites de nouveaux projets, ça va continuer à décaler la date d'imposition. Le sujet, c'est que le pays dans lequel vous résidez peut justement considérer que ce n'est pas une question de double imposition, puisque vous n'avez rien payé en France, eh bien, vous auriez peut-être dû payer en Pologne. Et donc là, je ne connais pas les règles fiscales polonaises, ce serait intéressant de le savoir, mais je vais vous prendre un exemple. Par exemple, l'Angleterre n'a pas le même système que les États-Unis. Si vous êtes aux États-Unis, vous avez également aux États-Unis un système d'amortissement qui fait que vous ne payerez quasiment pas d'impôts si vous êtes expat aux US. Vous allez devoir faire une comptabilité avec votre comptable US, bien évidemment, mais vous ne payerez ni impôt en France, ni impôt aux US, quasiment rien. Parce qu'on a des mécanismes qui ne sont pas exactement les mêmes de calcul de l'impôt pour les locations, mais il y a un système également d'amortissement aux États-Unis. À l'inverse, l'Angleterre ne fonctionne pas pareil. Et en Angleterre, si vous êtes expat en Angleterre, vous allez quand même payer un impôt sur les revenus que vous allez percevoir en France. Vous ne les payerez pas en France, mais l'Angleterre va considérer que, comme vous n'avez pas payé en France, eux ont le droit de venir vous imposer sur ces revenus-là. Voilà. Donc la solution pour clore peut-être ce sujet-là, ça peut être de monter une société pour s'abriter à travers une société à l'IS, donc
ce qu'on peut appeler par exemple une SCI à l'IS en France, ce qui fait qu'en fait, vous ne percevez pas de revenus. C'est la société française qui les perçoit et vous allez pouvoir décider quand vous allez vous verser les revenus dans le futur depuis la société civile immobilière, la SCI à l'IS, à vous, personne physique. Et donc, par exemple, l'Angleterre, dans ce cas-là, ne va rien vous prendre pendant des années. Merci Manuel. Allez, on reprend les questions des internautes. Sophie demande s'il faut privilégier du meublé ou du non meublé parce qu'il y a un impact fiscal. Et elle pose aussi la question par rapport à l'encadrement des loyers. Est-ce que l'encadrement des loyers peut même faire baisser la rentabilité ou chuter la rentabilité parce que le loyer pourrait baisser dans ce cadre-là? Oui, tout à fait. Alors, si on respecte l'encadrement des loyers, je vous conseille d'acheter un bien qui a un taudis et surtout de ne pas faire de travaux. J'exagère, mais bon, la logique, voilà. En France, le problème, c'est qu'on est tout le temps en train de vouloir contraindre. Comme on manque d'offres de logement, le législateur se dit, on manque d'offres de logement, c'est ces salauds de propriétaires et on va venir les encadrer. Et en les encadrant, ça va ramener des logements. En fait, on se rend compte dans les faits que c'est tout l'inverse. En rajoutant de la pression et des contraintes sur les bailleurs, il y a moins de bailleurs et donc on se dirige vers une crise du logement et une crise de la location. Et c'est exactement ce qui se passe aussi avec le DPE. On pourra en parler après, ça mérite d'être éclairci. Mais pour répondre sur l'encadrement des loyers, ce qu'on constate, nous, dans les zones où l'encadrement des loyers s'applique, et c'est le cas à Paris depuis 6-7 ans, Paris était précurseur, donc ça fait très longtemps qu'on vit avec, on vit bien avec. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'encadrement des loyers, comment ça marche? On doit respecter un formalisme sur le bail, donc vous devez rédiger un bail où c'est clairement écrit loyer de référence majoré, complément de loyer. Et en fait, tous les propriétaires s'engouffrent dans cette brèche, mettent un complément de loyer quand le bien peut le justifier en termes de confort. Ils vont essayer de le justifier en disant, voilà, j'ai mis plus d'équipement dans ma location meublée que l'équipement de base. Et grâce à ça, ça va fonctionner. Vous allez pouvoir louer, déplafonner, si je peux dire les choses comme ça, le loyer. Ce qui est quand même important de savoir, c'est qu'il est possible que le locataire vienne, après être entré dans les lieux, c'est ça qui est quand même fou, il accepte le loyer et il a 3 mois pour venir demander à retoquer ce complément de loyer. Donc là, en général, quand je dis ça, évidemment, ça va vous faire peur. Il faut savoir que je vous le redis, on gère entre 1500 et 2000 lots en meublé, quasiment tous, pour ne pas dire 99%, sont au-delà, évidemment, de l'encadrement des loyers, parce que sinon, il y a zéro rendement. Et on a dû avoir 2 ou 3 contentieux. Un contentieux, ça passe par une commission de conciliation, pour vous dire, voilà, donc d'abord, ça passe en conciliation. En conciliation, on va expliquer devant la commission pourquoi on a mis un complément de loyer, que le logement est quand même génial, qu'on l'a rénové, qu'il est bien équipé, etc. Donc là, à ce moment-là, ils vont pouvoir trancher, donc dire est-ce que le complément de loyer est justifié, dans quelle mesure, etc. Et donc là, si le locataire n'est toujours pas d'accord, il faut qu'il aille saisir la justice pour essayer de récupérer la différence du complément de loyer. C'est aussi pour ça que les locataires ne le font pas. Il faut comprendre que c'est des processus qui sont très longs en France. Et même s'ils le faisaient, la seule chose à laquelle vous pourriez être condamné, entre guillemets, c'est de rembourser le trop perçu, donc le complément de loyer, sur une durée assez courte. On est sur des baux d'1 an qui se renouvellent avec des locataires qui restent en moyenne 2 à 3 ans. Donc voilà, donc, pour schématiser, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on ferait? On donnerait le préavis au locataire, on lui dirait merci, tiens, prends ton complément de loyer 1500 € sur la durée. Donc la perte serait de 1500 €, donc ce serait une perte qui serait quand même limitée. Et on relouerait un autre locataire qui ne poserait pas de problème. Voilà. Donc c'est arrivé, je le redis 3 fois en l'échelle de 7 ans avec des milliers de locations. Et pour échanger avec beaucoup de professionnels qui sont les plus grosses agences de location meublée en France, dont on fait partie, on est 4-5 gros acteurs à avoir beaucoup de meublés. C'est exactement pareil pour eux, ils ont les mêmes stats et ils ont très peu de contentieux. Donc on va s'engouffrer dans cette brèche du complément de loyer, qui est une brèche volontairement laissée béante par l'État, qui a conscience qu'il y a besoin de pouvoir déplafonner les logements qui sont en bon état et qui sont bien rénovés, etc. Merci Manuel. Une question Jonathan, ou Jonathan, je ne sais pas si Wright c'est peut-être plus à l'anglaise, Jonathan, qui demande si le prix du loyer ne couvre pas le crédit, est-ce judicieux de jouer sur l'apport personnel ou est-ce que cela risque d'être préjudiciable? En fait, bon, en gros, c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier, mettre du cash ou mettre du crédit? Comment on fait l'arbitrage en fait? Alors évidemment, tout dépend de ce qu'on a aussi comme apport, mais si on a pas mal d'apports, est-ce qu'on a intérêt quand même à faire du crédit? La logique, moi je dirais, c'est de mettre toujours le moins d'apport possible. Mais le moins d'apport possible quand on est expat, c'est déjà beaucoup d'apport. Comment ça fonctionne? Quand vous êtes expat, les banques, déjà, vous êtes un dossier qui est plus compliqué que les autres. C'est possible, je vous rassure,
Sinon, on ne serait pas en train de discuter. Mais ça va être plus compliqué parce que pour les banques, vous êtes un client qui a moins de potentiel, pas parce que vous gagnez mal votre vie, bien au contraire, mais parce que vous allez avoir moins de produits dans les banques françaises. C'est logique quand vous me dites je suis à Singapour, je suis à Varsovie, je ne sais plus les pays, mais beaucoup de pays, je suis à Hong Kong, bah voilà, forcément vous allez avoir une relation plus privilégiée a priori avec une banque à Hong Kong, dans laquelle vous allez percevoir vos rémunérations, avec laquelle vous allez dépenser votre argent, etc., qu'avec une banque française. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques vont avoir en général des départements expats et vont appliquer des conditions un petit peu différentes. Une des conditions qui est différente, c'est que les banques vont vous demander plus d'apports. Elles vont vous demander d'être en mesure de mobiliser minimum, et je dis bien minimum en règle générale, entre 30 et 40% du montant du projet. Alors, je n'ai pas dit apport volontairement, parce que ce n'est pas forcément de l'apport pur. Par exemple, prenons un cas concret. Hervé, tu habites à Hong Kong et tu me dis, voilà, je voudrais investir 200 000 euros dans l'immobilier en France, donc un appartement, je ne sais pas, un grand studio à Paris. Je voudrais mettre 200 000 euros ou une colocation à Marseille, un petit peu plus que 200 000. Voilà. Et donc, tu vas devoir être en mesure de mobiliser, et c'est ça qui est un petit peu embêtant. On préférait vous dire qu'on peut apporter zéro, mais vous allez devoir mobiliser 60 à 70 000 euros minimum pour pouvoir réaliser ce projet. Alors, ce n'est pas forcément que de l'apport, parce que sur les 60 à 70 000 euros, la banque peut vous dire, et ça, c'est un deal avec la banque, elle va vous dire, bah, ce que vous faites, par exemple, c'est que vous allez placer 30 000 euros. Donc, vous le placez au sein de ma banque. Imaginons que je sois le LCL, par exemple. Vous allez acheter, vous allez ouvrir un contrat d'assurance vie au LCL. Vous allez acheter des actions, celles que vous voulez, un fonds, peu importe, avec ces 30 000 euros-là. Et moi, LCL, sur ces 30 000 euros, je vais poser ce qu'on appelle un nantissement. Ce qui veut dire que si toi, demain, Hervé, tu veux retirer cet argent, bah, moi, LCL, je dirais, bah, non, tu ne le retires pas parce que tu as encore le crédit en cours et cet argent me sert à être garanti que tu vas me rembourser. Et donc, voilà. Donc, en général, c'est ce que les banques demandent. Elles demandent une partie en investissement nanti, donc investissement dans des supports financiers qui vont être nantis, et une autre partie en apport direct dans l'opération. Le montage dépend de plein de facteurs. Et plus vous montez sur des banques qui vont être importantes et sur des projets importants, plus vous aurez le choix dans, bien sûr, les produits d'investissement que vous allez pouvoir choisir. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes en banque privée et que vous faites un projet, on a des clients qui font des gros projets avec nous, on voit que les banques, certaines banques privées vont les laisser choisir absolument tout ce qu'ils veulent en matière d'action. Et en fait, nos clients se disent, c'est un placement, que je le fasse dans ma banque à Hong Kong pour des actions américaines ou dans ma banque française pour des actions américaines. Si je peux les choisir, il n'y a aucun problème. C'est pas, on va payer des petits frais dans la banque française, mais il n'y a rien de bloquant, quoi. Voilà. En revanche, ce qui est bloquant, c'est qu'il faut être en mesure d'apporter quand même entre 30 et 40% de l'opération en argent cash mobilisable. Voilà. Et ça, c'est quand même un point. Très bien, merci Manuel. On est à peu près à la moitié de ce webinaire, hein. Je vous rappelle qu'il sera disponible en replay, donc si vous avez raté le début ou si vous ne pouvez pas rester encore une petite demi-heure avec nous, vous n'aurez rien raté. Vous allez recevoir le mail quelques instants après la fin du webinaire. Vous êtes nombreux à poser des questions, hein. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux connectés, donc merci beaucoup. Vous avez de la chance profiter de l'expertise de Manuel Ravier, le cofondateur et président d'investissementlocatif.com qui est avec nous. Manuel, j'aimerais aborder un point, c'est une question d'ailleurs de Nathalie, mais qui est un point, je pense, qui nécessite beaucoup d'éclaircissement pour nos Français qui vivent à l'étranger et qui sont connectés aujourd'hui, c'est le DPE. Alors déjà, c'est des initiales, on aime bien les acronymes en France, mais est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est le DPE, en quoi aujourd'hui c'est quelque chose d'important et qu'on doit prendre en compte dans un projet d'investissement? Ouais, alors DPE, ça veut dire diagnostic de performance énergétique. Je pense que la France a quand même été sur ce coup-là visionnaire, si je peux dire la chose comme ça, puisque la réforme du DPE a précédé, ou alors il le savait, théorie du complot, ou alors il le savait, mais la réforme du DPE a précédé l'explosion du prix de l'énergie, en fait. Donc ça dépend les pays du monde. Pour être franc, je ne connais pas la situation. Bon, je sais qu'on est dans une situation d'hyperinflation partout dans le monde, globalement, mais je ne connais pas, par exemple, les prix, l'évolution des prix de l'énergie à Singapour, à Hong Kong. Il y a peut-être des différences. Pour schématiser, je commencerai par là. On a en France et dans plein de pays européens, parce qu'on est tous dans le même bateau en Europe, et même avec le UK, on a des prix de l'énergie qui explosent pour plein de raisons. La raison majeure, vous la connaissez, c'est que la Russie nous a coupé son accès au gaz, ou alors on a coupé, nos commandes à la Russie, peu importe. Mais en tout cas, on a des difficultés à se fournir. D'ailleurs, aujourd'hui, pour se fournir, la Russie vend du gaz à l'Inde et à la Chine, et on rachète le gaz à la Chine et à l'Inde 3 fois le prix.
et c'est notoriété publique, c'est juste un truc incroyable. Donc voilà, les prix ont bondi et on a des problématiques liées au chauffage avec peut-être des nécessités de réduire les consommations et ça va faire la transition. Et la France a été précurseur entre guillemets là-dessus, c'est-à-dire qu'on a depuis quelques mois, ça doit faire même d'ailleurs bientôt un an là, que ça a bougé, on a eu un nouveau système de DPE mis en place. La logique, c'est quoi? C'est de dire on veut être un bon élève sur la partie écologique et donc comme les logements représentent un montant de dépenses, un coût écologique qui est élevé, eh bien si on isole nos logements, si on a des logements plus performants, on va faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre et on va avoir une approche beaucoup plus écologique. Et jusque-là, ça a du sens. Je dois dire que nous, chez Investissement Locatif, on a toujours roulé avec des véhicules électriques depuis le début de la société. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé, mais on l'a toujours fait. On fait le tri des déchets. On a un vrai impact écologique sur les logements qu'on rénove avec nos clients, puisque chaque logement est réisolé. Donc forcément, il y a un gain et une économie qui est importante. Donc pour moi, c'est la bonne démarche qu'a eu le gouvernement avec ces DPE. Maintenant, comment ça se passe dans les faits? Ça part toujours d'une bonne intention. Le problème, c'est l'exécution. Donc, du jour au lendemain, l'État a changé le système de calcul du DPE, puisque ça existait déjà. On devait déjà joindre un diagnostic avec les ventes et avec les locations. Sauf qu'ils ont tout changé, ils ont refondu le système de calcul, et du jour au lendemain, énormément de logements, même qui avaient des bonnes notes, se sont retrouvés avec le nouveau système à être ce qu'on appelle des passoires énergétiques. Passoires énergétiques, c'est les plus mauvaises lettres de l'alphabet, F et G. Et donc, c'est des logements où on va se retrouver. Alors, ce n'est pas des logements où on vit mal. Parfois, on me dit, mais Emmanuel, est-ce que mon logement qui est G à Paris, c'est un logement qui est invivable? En vérité, c'est ça qui est quand même incroyable. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez avoir un logement qui est rénové, qui est de bonne qualité, où votre locataire était heureux il y a 2 ans et où il sera toujours heureux maintenant. Et pourtant, on vous dit, désolé, mais ce logement-là est une passoire énergétique. Pourquoi? C'est long, c'est assez long à expliquer, mais pour plein de critères qui sont pris en compte dans ce nouveau calcul qui a changé il y a à peu près un an. Alors, ce qui a changé aussi, en plus de la façon de calculer la note, ce qui a changé, c'est les implications. Si vous êtes sur une passoire énergétique, il y a un système de contraintes. En France, on adore les contraintes. Contraintes réglementaires légales. On va vous interdire de monter votre loyer si vous êtes au-delà de 450 de consommation, donc si vous êtes G et au-delà même de G. On va vous interdire de louer si vous êtes G à partir de telle date. On va vous interdire de louer si vous êtes F à partir de telle date. Il y a un calendrier qui a été mis en place par le gouvernement. Et l'objectif là-dedans, c'est de dire aux bailleurs, si vous souhaitez louer, vous allez pouvoir le faire, mais vous allez devoir effectuer des travaux de rénovation énergétique. La première chose, c'est que les passoires thermiques, enfin les passoires énergétiques, ce n'est pas une fatalité. J'aime bien dire ça, parce que je suis souvent interrogé par des journalistes là-dessus. On me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces passoires thermiques qui sont environ 7 millions en France selon la FNAIM? 7 millions, c'est beaucoup de logements. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va les sortir du marché locatif? Donc, on va perdre 7 millions de logements potentiels? En fait, non, on ne va pas les perdre parce que ces logements-là peuvent être transformés. En revanche, pour les transformer, on va devoir faire plus ou moins de travaux. La bonne nouvelle, c'est que quand vous faites un projet avec Investissement Locatif, par exemple, .com, donc avec nous, ou si vous le faites même tout seul et que vous avez prévu des travaux, vous allez pouvoir inclure la mise aux normes énergétiques dans ces travaux. Donc, en fait, il n'y a pas de drame. Moi, je pense même que ça va être une source d'opportunité avec des bailleurs qui peut-être n'ont pas, malheureusement pour eux, les moyens de faire les travaux de rénovation. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est le marché. Et qui vont se dire, j'ai pas les moyens de faire les travaux de rénovation ou je ne veux pas les faire. J'en ai marre, je vends. Et donc, ils vont être prêts à vendre peut-être moins cher parce que, justement, le logement ne sera pas aux normes. Vous, en tant qu'investisseur, en tant qu'acquéreur, vous allez faire quoi? Ce qu'on fait nous tous les jours chez Investissement Locatif, on va saisir une affaire qui aujourd'hui est une passoire énergétique, on va la négocier en fonction, en disant au vendeur, pardon, vous voyez, on a des travaux à réaliser, ça va coûter cher. Bon, là, c'est de la négociation commerciale. Et donc, ça va nous permettre de vous la faire acheter moins cher. Et bien évidemment, dans l'enveloppe travaux, on va prévoir tous les éléments nécessaires de transformation et de rénovation pour que vous puissiez avoir une bonne lettre. La lettre que l'État nous demande d'avoir à horizon 2032, puisque les interdictions s'étalent jusqu'à 2032, donc vous avez quand même le temps, c'est d'avoir la lettre D, et D, vous n'aurez pas de problème. Voilà. Okay. Donc, opportunité ou risque, si vous avez déjà des biens qui sont mal classés, entre guillemets risque, pas vraiment risque, mais oui, il va falloir financer des travaux de rénovation ou vendre. Et opportunité, oui, parce que certains vont décider de vendre à cause de ça, entre guillemets, et on sera là pour vous aider à saisir ces affaires-là. D'accord. Alors, du coup, Célia pose une question, elle rebondit un peu sur le sujet, elle demande
est-ce que dans ce cas-là, c'est pas plus simple d'acheter du neuf ou est-ce que du coup, il y a une surcote? Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, Manuel? Alors, je ne vais pas taper sur le neuf, hein. Le neuf, ça peut être intéressant pour plein de raisons, notamment sur les normes de construction. Si c'est bien construit, ça peut être intéressant. Le problème du neuf, Célia, c'est que souvent, des gens vous le vendent sur plan. Donc, vous allez être bloqué sur une opération et vous allez être livré dans 18, 24 mois. En règle générale, c'est ça. Ce qui va être long et c'est autant de temps où vous perdez des loyers. Et le deuxième point, c'est que les logements neufs, en général, sont construits là où les promoteurs trouvent des terrains pas chers, donc dans des zones qui ne sont pas attractives. Or, les zones pas attractives, l'immobilier, la seule chose qui compte, c'est l'emplacement. Il y a un adage qui dit en matière d'immobilier, il y a 3 critères importants, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Voilà. Si vous avez un super bâtiment, mais dans un emplacement pourri, mal situé, vous n'arriverez pas à rattraper ce défaut-là. Donc, ça, c'est la deuxième raison. La troisième, c'est que les prix du neuf sont stratosphériques, et encore plus aujourd'hui, puisque aujourd'hui, le neuf subit toutes les inflations, l'inflation du coût des matériaux, l'inflation de la main-d'œuvre, le manque de foncier disponible. Donc, il y a une pression sur les prix du neuf qui fait que, selon moi, enfin, en tout cas, moi, j'ai investi pas dans le neuf, hein, malgré le fait que j'ai regardé aussi, je me suis posé la même question. J'ai investi dans l'ancien parce qu'on peut choisir des meilleurs emplacements et qu'après rénovation, on va être sur d'excellentes normes énergétiques. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage pour moi. Très bien. Cette réponse est très claire. Merci beaucoup. Alors, je prends les questions, ça tombe en même temps. Nathalie demande, est-ce qu'il y a des cas où c'est l'immeuble qui doit être isolé et la copro ne veut pas les faire? Donc, est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des points de vigilance? Est-ce qu'il y a des choses manuelles par rapport? Il y avait une autre question aussi autour de… Bon, je ne sais plus, mais enfin, bon, peu importe. Est-ce que, finalement, rénover… on peut considérer que c'est bon, voilà, on se dit tiens, on va changer les vitres, on va refaire la toiture, ou je sais pas, enfin, on va mettre aux normes, comme tu le disais, mais est-ce qu'il y a des cas où finalement il y a des points de vigilance à avoir? Oui, alors bon, je pense que le gouvernement va mettre de l'eau dans son vin à ce sujet-là, puisqu'on Oui. voit qu'on va un peu dans le mur sur certains aspects. Je vous prends un exemple, quand on est dans des logements, quand on est dans des bâtiments qui peuvent être des bâtiments historiques, des très beaux immeubles en briques rouges, dans la ville de Lille, dans le nord de la France, on a énormément de bâtiments. Enfin, moi, je suis amoureux de cette zone géographique parce que quand on se balade, les bâtiments sont fantastiques. On est dans un style industriel, il y a d'anciennes maisons bourgeoises qu'on rénove. On a des projets vraiment incroyables avec un investissement locatif là-bas, par exemple. Quand on est à Paris, qu'on est sur des immeubles pierre de taille, des immeubles haussmanniens, on se doute qu'on ne va pas faire une isolation en façade. Donc, en fait, il y a des limites à cette mise aux normes énergétiques et dans la même logique, parfois, on vous demande d'installer des pompes à chaleur. Pour avoir la bonne lettre, il faudrait installer une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, c'est quoi? Ça va être un système de chauffage avec potentiellement à l'extérieur un bloc clim. On se doute bien qu'on ne va pas installer un bloc clim et percer la façade d'un immeuble haussmannien, même d'autres types d'immeubles qui peuvent être qualitatifs. Donc, on voit qu'on commence déjà à avoir des aménagements, même au niveau local, on commence à avoir des entorses au règlement avec des autorisations de ne pas justement faire une mise aux normes en façade, par exemple. Donc, on va pouvoir effectuer déjà des choses au niveau de la rénovation intérieure. Il y a un point, par exemple, qui est très important, c'est d'installer systématiquement maintenant des VMC Hygro-B. Donc, c'est un système d'extraction qui va favoriser la circulation de l'air au sein des logements, tout en évitant aux locataires d'avoir à ouvrir les fenêtres pour aérer. Parce que c'est assez logique, hein, si on ouvre les fenêtres, le froid rentre. Si on a une VMC Hygro-B, l'air circule sans que le locataire, quand il fait froid, ait besoin d'ouvrir la fenêtre. Donc ça, par exemple, c'est un point qui va vous permettre de gagner justement sur la partie DPE. On va isoler ce qu'on appelle les murs déperditifs. Donc, c'est les murs qui touchent l'extérieur. Ce n'est pas le cas de tous les murs, hein. Si vous avez des murs avec votre voisin, vous avez un voisin au-dessus, un voisin en dessous, voilà, vous avez peut-être assez peu finalement de murs déperditifs. On va isoler ces murs-là par l'intérieur. On va, comme tu l'as dit Hervé, changer les fenêtres. Il y a des choses à faire. On n'est pas systématiquement obligé d'isoler la façade. Et pour ce qui est de la façade, il existe aussi au niveau des copros, quand les copropriétés n'ont peut-être pas les moyens de le faire, des aides. Et je pense qu'à l'avenir, on va avoir de plus en plus d'aides de l'ANA ou d'Action Logement, des aides pour justement rénover les bâtiments et accompagner les propriétaires bailleurs. Très bien. Allez, on va continuer avec il y a pas mal de questions des internautes. Claire s'inquiète, elle dit si les locataires ne payent pas leur loyer, donc elle se dit si je fais un investissement, mais derrière que je me retrouve avec des locataires qui ne payent pas, comment est-ce qu'on peut se protéger? Alors, il y a deux types de garanties qu'on va prendre pour nos clients investisseurs. Là, quand on parle de la gestion locative, il y a deux types de garanties globalement sur le marché. La première garantie, c'est une garantie qu'on fait souscrire aux locataires. Donc, ça vous coûte 0 €. C'est ce qu'on appelle une GLI inversée, une garantie loyer impayé inversée. Finalement, c'est quoi? C'est un locataire qui va être un étudiant étranger ou un cadre qui va dire
moi, je n'ai pas forcément de garant qui peut m'aider dans ma location. Il va souscrire à un organisme, il y en a plusieurs qui existent, ce qu'on appelle un garant, une caution, si vous voulez, auprès d'une société privée. Tout simplement un assureur, il va lui payer 300 euros par an. En échange de ce montant-là, l'assureur vous donne un papier, donc il le donne au locataire qui vous le donne. Et si le locataire ne paye pas son loyer, c'est l'assureur qui se substitue et qui va payer le loyer. Donc ça, c'est la première façon de faire. La, la deuxième façon de faire, je parle trop, Hervé, tu dois parler plus. Mais pas du tout, non. C'est passionnant. La deuxième façon de faire, c'est justement la garantie loyer impayé. Vous pouvez tout à fait souscrire, ça coûte entre 2 et 2,5%, plutôt même entre 2 et 3% du montant du loyer. Donc ça va amputer légèrement votre rentabilité, mais pas beaucoup, parce que ce n'est pas 2 ou 3% d'impact direct. On parle de 2 ou 3% du montant du loyer, encore une fois. Et ça va venir vous toucher, enfin ça va venir vous garantir, vous allez même pouvoir le passer en charge d'ailleurs, donc ça ne va pas vous coûter réellement ce prix-là, mais ça va venir vous garantir en cas de défaut de paiement du locataire, idem, l'assurance va se substituer en général, selon les assurances, jusqu'à l'exclusion du locataire. On a aussi une partie où les frais juridiques vont être pris en charge, ce qui fait qu'en fait, si vous vous inquiétez Claire, le sujet, c'est Claire qui avait posé cette question. Oui, Claire qui demandait, qui s'inquiétait, en fait, qui disait, mais si les locataires ne payent pas, mais en fait, on voit qu'on a des recours, en fait, avec. Et toi, tu recommandes plutôt de souscrire ce genre de choses. On a cette possibilité-là, et il faut savoir que quand on choisit bien ses locataires, encore une fois, on a un track record, un historique sur le parc qui est très élevé. Ça fait 10 ans qu'on fait de la gestion locative. Le nombre d'impayés, ça existe, on ne va pas se mentir, mais les impayés qu'on a subis, c'est plutôt quand on avait récupéré des lots où c'est pas nous qui les avions placés. C'est pas pour vous dire qu'on est meilleur qu'un tel bailleur qui va choisir, mais souvent les impayés, c'est quand on choisit mal ses locataires, on est un petit peu léger sur le dossier. On a envie de louer. Moi, le cas que j'ai vu beaucoup, c'est le bailleur, soit qui n'est pas rigoureux et qui se dit je m'en fous, ça va marcher, il choisit la mauvaise personne, soit le bailleur qui veut louer trop cher un bien qui n'est pas rénové, et donc il n'a pas le choix, il n'a pas beaucoup de choix de dossier, et il finit par accepter un dossier par défaut. Mon conseil, c'est n'accepter jamais un dossier par défaut. Moi, en tant que bailleur, je préfère baisser mon loyer légèrement et avoir un bon dossier que louer un mauvais dossier plein pot, parce que si c'est pour se retrouver demain avec un impayé, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, pour vous faire le feedback, quand on est avec des étudiants, des jeunes actifs et qu'on a les parents garants, ça paye. Et si jamais il y a un retard, on appelle le parent. Je vous garantis, quand j'appelle l'oncle, la tante, garant, et que je lui dis votre neveu, là, il n'a pas payé son loyer, est-ce que vous voulez le payer vous? Parce qu'on peut directement appeler le loyer à l'oncle, je vous garantis que l'oncle passe un gentil coup de fil à son neveu et qui lui dit tu as intérêt de te bouger à payer le loyer, et ça marche. Ça marche dans 99% des cas. Voilà. Donc, si on choisit bien le locataire et si on prend les mécanismes, Claire, je vous invite à le faire si ça peut vous rassurer de prendre une assurance loyer impayé, il n'y a aucun sujet là-dessus. Super. Allez, on a une question de Philippe qui demande en fait comment faire jouer les leviers bancaires sans être bloqué par la règle des 35% d'endettement maximum. Tu as évoqué entre 30 et 40%. Donc, tu l'as déjà un petit peu évoqué en mettant en avant le fait qu'on pouvait placer dans la banque, faire un placement dans la banque qui prête. Quelles sont les conditions aujourd'hui parce qu'on a l'impression que les conditions d'emprunt sont de plus en plus difficiles. En tous les cas, ça se restreint, ça devient plus exigeant. Comment tu vois les choses? Quelle est la situation actuelle et comment tu vois évoluer? Oui, alors je souris et je souris jaune, si on peut dire les choses comme ça, parce qu'effectivement, ça devient de plus en plus compliqué. Nous, on adore les banques, on les considère comme des partenaires, mais elles ne nous aident pas beaucoup ces derniers temps. Elles n'aident pas beaucoup les investisseurs. Bon, la première chose, c'est qu'il y a encore beaucoup de crédits qui se font. Il faut savoir que cette année, le volume anticipé sur le marché est au-delà d'1 million d'euros d'1 million de transactions. 1 million de transactions, c'est le volume annuel de transactions. On reste sur des plus hauts historiques, ce qui veut dire que quand même les banques prêtent. Après, ce qui est vrai, c'est que les banques sont peut-être plus sélectives, il faut plus se battre. Et là, je vais vous dire, ça va être du cas par cas. En fait, ce qui est évoqué par, je ne sais plus qui a posé cette question, mais ce qui est évoqué, ce n'est pas tant l'apport, Hervé, là, c'est plutôt les limites de taux d'endettement. C'est-à-dire que quand on est au-delà d'un certain taux d'endettement, les banques ne veulent plus prêter. Et là, en fait, ça va être du one-to-one. On arrive à faire les dossiers, on arrive à faire beaucoup de dossiers encore chez Investissement Locatif, mais on se bat beaucoup plus sur le financement. Donc là, si vous souhaitez faire une analyse, je voyais des questions dans le chat de Marc ou peut-être d'autres personnes, ne pas hésiter à prendre un rendez-vous avec nous. On va creuser. Ça ne vous engage absolument à rien. Ça ne vous coûtera rien d'ailleurs à ce stade. Et l'objectif, c'est qu'on va essayer avec nos courtiers partenaires,
On va essayer avec nos banques partenaires de trouver des solutions adaptées à la situation de chacun et on vous éclairera sur ce qui est possible ou pas de faire. C'est surtout ça. Donc, Ok. c'est dur de faire une réponse générale. Non, bien Euh, sûr. c'est de plus en plus du sur-mesure, la partie Ouais. financement. Et oui, on vous aide du mieux qu'on peut, parce que c'est un intérêt commun qu'on a, hein, que vous puissiez faire des projets, bien évidemment. On vous aide au maximum là-dessus. Ok. Donc, je pense que tu as aussi répondu à Guy qui demandait, vous occupez-vous de la demande de financement? Donc, vous vous occupez pas directement de la demande, mais vous donnez le conseil, vous évaluez la situation et après, vous avez des partenaires banques pour nos Français non résidents. Peut-être, là, j'ai une question de Nathalie qui demande sur quoi vous intervenez, c'est-à-dire travaux, gestion locative, recherche de logement, travaux, résidence. Est-ce que peut-être, Manuel, c'est l'occasion de redire, parce que tu as donné au démarrage du webinaire, peut-être tout le monde n'était pas là en plus, mais peut-être redire un petit peu tout ce que vous êtes en mesure d'apporter comme service et aussi un petit peu comment, quelles sont vos prestations, enfin finalement vos frais, comment ça se passe quand on travaille avec, quand on vient faire un investissement avec un investissement locatif. Ouais, alors je vais vous mettre peut-être les sites aussi pour que vous puissiez retrouver. Mais Oui, en fait, pendant des années, on a fait que de l'investissement complet clé en main. C'est-à-dire qu'on avait des clients, pour répondre à Nathalie, qui nous disaient, souvent c'est des gens qui avaient déjà investi une ou plusieurs fois avec nous et qui nous disaient j'ai beaucoup aimé la prestation, notamment sur la partie archi, parce qu'on vous dédie un architecte en interne, quelqu'un de l'entreprise qui va suivre votre projet, qui va travailler sur les plans, qui va vous les soumettre, qui va vous faire des rapports de chantier tout au long du projet en termes de travaux, qui va faire l'ameublement décoration, vous faire choisir des choses à ce stade-là. Et donc, des clients qui nous disent, bah voilà, j'ai fait des projets avec vous, c'est super. Là, j'ai un bien que j'ai déjà, est-ce que vous pouvez faire les travaux? J'ai une résidence principale que j'achète à Paris, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Et pendant des années, on a dit non. Non pas qu'on ne voulait pas le faire, mais on n'était pas encore assez mature dans notre structuration sur ce pôle-là. La bonne nouvelle, Nathalie, c'est qu'on a lancé, et on a vraiment une super équipe là-dessus, on a lancé une marque qui fait ça, donc au sein du groupe, hein, c'est une filiale à 100% du groupe, qui est détenue également par Michael et moi tout en bout de chaîne. Et on propose désormais ça pour des logements peut-être que vous avez déjà, que vous souhaitez mettre aux normes au niveau du DPE, donc ça peut répondre à cette problématique-là, ou tout simplement que vous souhaitez rénover, meubler pour le mettre en location meublée, ou tout simplement si vous souhaitez acheter un pied-à-terre, vous avez déjà trouvé quelque chose. Enfin, voilà, pour toutes ces raisons-là, on propose aujourd'hui, ça s'appelle Reno, je vais vous mettre le site, reno.fr, je vais vous mettre le lien et vous pouvez tout à fait nous solliciter pour ça. Le gros de notre business aujourd'hui, c'est investissement locatif, c'est le projet de A à Z, même si on est capable de faire tout, j'ai envie de dire, à la découpe, de faire juste la recherche, juste les travaux. Ce que nous demandent 90% des clients aujourd'hui, c'est de faire la recherche du bien, la restructuration et de bénéficier de notre expertise. Et je pense que c'est ça qui apporte le plus de valeur sur toute la chaîne de valeur, puisque dès qu'on chasse le bien, on a tout de suite une vision sur combien il pourra se louer, parce que finalement, nos chasseurs vont travailler en lien avec les archis et en lien derrière avec le pôle location-gestion. Et je pense que c'est ça la force, hein, c'est d'avoir intégré toute cette chaîne de valeur et de pouvoir, dès le début du projet, vous donner un aperçu de comment ça va se passer sans, bien évidemment, enfin, en respectant chaque étape du projet et en respectant, bien sûr, la projection financière. Vous savez où vous allez. Et nous aussi, on a une vision puisque les différents pôles arrivent à travailler ensemble. Je ne sais pas si Euh, j'ai répondu, mais… oui, je pense que c'est très clair. Oui, c'est une réponse très claire. Et j'ajoute que on a, il y a un webinaire qui a été fait avec Renault, hein, donc l'entreprise qu'a fondé Manuel, cofondé Manuel, et dont il vient de parler. Et c'est Mathieu qui s'en occupe, qui est intervenu sur le webinaire qu'on a organisé avec lepetitjournal.com, que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur lepetitjournal.com très facilement. Il y a un petit onglet webinaire avec la liste de tous les webinaires. Vous allez retrouver, c'était très récent en plus, il y a quoi, un mois à peu près, même pas. Donc, je pense que c'est voilà, si sur cette partie-là vous êtes intéressé, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations. Allez, les internautes, on aborde les dernières minutes, c'est le moment des toutes dernières questions, si vous le voulez. Merci aussi à vous, Fabrice, bien entendu. Voilà, vous avez également dans le chat Emmanuel qui a remis à la fois les liens et à la fois aussi son adresse mail, donc si vous souhaitez le contacter. Moi, j'ai une question, Manuel, en fait, c'est parce que là, on le voit, hein, sans surprise, évidemment, nos internautes sont pour la plupart des Français non résidents, des francophones vivant à l'étranger, hein, c'est notre public. En quoi c'est vraiment intéressant pour un non-résident, pour un Français expatrié, de réaliser un investissement locatif en France? Bah, en quoi c'est intéressant, ça c'est plus à vous d'avoir la réponse. Non, moi je pense que c'est intéressant. Bah, ce que nous on constate avec les expats, puisqu'on est partenaire avec le Petit Journal depuis longtemps maintenant, ça doit faire quoi, Ouais, 5-6 ans.
5-6 ans, je pense qu'on est partenaire. Nous, ce qu'on voit et ce qu'on constate, c'est que les expats ont des problématiques en général. Ils gagnent mieux leur vie que des résidents fiscaux français, en règle générale. Ils ont parfois des systèmes de retraite qui sont différents selon les pays. Donc, ils ont un besoin aussi d'investir pour leur retraite qui est peut-être encore plus fort. Ils ont aussi, selon le pays dans lequel ils résident, une compréhension, et là je le dis, je me mets dedans, moi je suis un Français résident fiscal en France, mais ils ont une compréhension du service qui peut être plus affûtée. C'est-à-dire qu'en général, quand on vit aux États-Unis, quand on vit dans certains pays, j'ai vu Singapour, Hong Kong, je sais que c'est des pays de service, c'est aussi le cas à Dubaï, on accepte de payer pour des bons services parce qu'on comprend la valeur que ça va générer, et on comprend que enfin, moi personnellement je suis comme ça, je préfère payer un bon outil ou un bon service qui va m'apporter de la valeur que tout faire tout seul parce que je capte sur mon temps. Et ça, c'est pas trop la mentalité française de base. Alors, je fais des généralités qui sont peut-être qui sont à prendre avec des pincettes. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, on voit qu'on a une appétence de la part des non-résidents qui comprennent qu'il y a un intérêt. Et puis aussi, quand vous êtes dans certains pays où les taux d'emprunt, on n'en a pas parlé, je pense notamment au UK, où les taux se renégocient tous les 2-3 ans, c'est des taux variables. On est capable de monter maintenant sur des taux à 5-6%. Aux États-Unis, on est à 6-7%. Donc, c'est des taux qui sont très élevés. Et rien que pour ça, la France, c'est déjà une énorme opportunité. Aujourd'hui, vous allez emprunter à 2,5-3%. TAEG, donc assurance incluse, 3% sur 20 ans. Oui, c'est plus élevé qu'il y a un an. Ça, c'est vrai. Il y a un an, vous auriez été à 1,5%. Mais ça reste des taux qui sont hyper bas et qui sont, en plus à taux fixe, très compétitifs par rapport à beaucoup de pays dans le monde. Et donc, pour toutes ces raisons-là, le côté rassurant, peut-être aussi parce que c'est votre pays initial, que vous le comprenez. Il n'y a pas que des atouts en France, mais il y a quand même beaucoup d'atouts. On a une résilience économique. Voilà. Après, j'ai pas envie de vous survendre un pays que vous connaissez probablement déjà. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est une bonne opportunité. On rajoute la partie fiscale où on peut ne pas payer d'impôts sur les loyers entrants, ce qui est quand même incroyable. Il y a très peu de pays comme ça. Et on a un cocktail avec rendements locatifs qui peuvent être très attractifs selon les villes, fiscalité allégée, voire quasiment à zéro. Et là, ça a sonné. Fiscalité allégée, voire quasiment à zéro. Et taux d'emprunt fixe très bas comparativement à d'autres pays dans le monde. Et oui, pour moi, il y a une opportunité. Il y a encore beaucoup d'opportunités en France sur l'investissement immobilier. Une précision, Manuel, avant de passer à la conclusion. Alors, deux précisions. La première, c'est Andrew demande est-ce que vous travaillez aussi avec les investisseurs francophones qui ne sont pas de nationalité française? Lui, il est irlandais et britannique. Est-ce que vous travaillez aussi avec Andrew, par exemple? Alors, j'imagine que oui. Bien sûr. Alors, bien sûr, Andrew, on travaille même avec des non-francophones de nationalité étrangère. On a vraiment tout type de clients. Ce n'est pas le gros de nos clients, pour être transparent, mais on est très content d'accueillir même en anglais des personnes, des Américains, des Anglais qui souhaitent investir avec nous en France. Donc, n'hésitez pas, Andrew, à nous solliciter. Je vais répondre aussi, j'ai vu qu'il y a eu des questions sur le coût de nos services. Oui, donc, nous, on facture un pourcentage du montant du projet global, un pourcentage qui peut être dégressif si on parle de très gros projets, mais on facture à peu près 8% TTC du projet dans sa totalité, c'est-à-dire toutes les étapes sur lesquelles on va intervenir, achat du bien, suivi des travaux, donc du 8% du montant des travaux, 8% de l'ameublement. Voilà, donc 8% sur un projet à environ 200 000 euros. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça va faire environ 16 000 euros. Donc 16 000 euros qu'on va vous facturer, en sachant que vous allez devoir bien sûr les payer, ces 16 000 euros, mais ces 16 000 euros-là vont passer en charge dans le système de la location meublée. Donc ça ne va pas vous coûter 16 000 en vrai par rapport à si vous l'avez fait tout seul. Ça va vous coûter environ 50% du montant que nous, on va vous facturer après impôt. Vous allez le récupérer petit à petit grâce au mécanisme que j'évoquais tout à l'heure du déficit, puisque nos frais vont passer en déficit et vont finalement consommer des impôts que vous auriez payés si vous aviez fait les choses tout seul. Donc retenez 8% environ TTC du montant du bien. Et sur la partie travaux, si vous prenez uniquement la partie travaux avec nous, ça va dépendre de la complexité du projet. On facture entre 8 et 10% TTC du montant des travaux et de l'ameublement si on suit l'ameublement. Si vous faites uniquement la partie rénovation avec nous, si peut-être vous avez déjà un bien, ou si vous souhaitez faire une mise aux normes, donc à ce moment-là, on peut vous aider là-dessus. Parfait, très bien. Merci pour toutes ces précisions. Je pense qu'on a abordé de nombreux points. On arrive au terme de ce webinaire. Merci à tous les internautes. Je vous rappelle une fois de plus que ce webinaire sera disponible en replay dans quelques minutes. Vous le recevrez sur l'adresse mail avec laquelle vous vous êtes inscrit. Merci encore Manuel Ravier, cofondateur, président d'investissementlocatif.com. Peut-être je vais te donner juste la parole pour un mot de conclusion.
Je vous rappelle également que Manuel a mis ses contacts et l'ensemble des liens importants dans le chat. Hein, vous pouvez le retrouver très facilement. Voilà, puis aussi vous le retrouverez dans le petitjournal.com dans les prochains jours sur l'article, sur le journal évidemment, le quotidien que vous lisez tous les jours. Manuel, peut-être un mot de conclusion pour rappeler que c'est vraiment intéressant et essentiel de réaliser ce type d'investissement. Ouais, alors déjà, je commence par vous remercier parce que j'ai vraiment apprécié que vous posiez des questions pertinentes. C'est cool. Donc, je suis déjà content. Donc, un grand merci à tous ceux qui ont participé. Non, je vous dirais simplement une chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui changent, que ce soit sur le DPE, sur l'inflation, les taux. Énormément de choses sont en train de changer. Et c'est pas limité à la France, au niveau mondial, on le voit en termes d'économie. Ce qui est sûr, c'est que ça reste une opportunité, à mon sens, qui est très forte avec des taux d'emprunt qui sont encore bas. Je pense que peut-être si c'est un de vos projets, passer à l'action rapidement vous permettra de saisir des taux bas, puisqu'on sait qu'ils seront encore plus hauts en 2023, que ça risque de continuer de monter. Donc, mon point, c'est booker un rendez-vous avec mon équipe. Je vous ai laissé mon email. Posez-moi vos questions. Je vous ferai les intros qu'il faut et je vous aiderai avec grand plaisir. Mais surtout, passez à l'action, parce qu'en matière d'immobilier, le temps ne se rattrape pas. Et ça, c'est vraiment peut-être le mot de la fin. Déjà sur la partie taux, mais aussi sur les loyers que vous pourriez encaisser le plus rapidement possible si vous passez à l'action et si vous bookez ce rendez-vous sans engagement, bien évidemment, aujourd'hui. Et si vous attendez, c'est des loyers que vous ne pourrez pas rattraper. Donc, le plus tôt est le mieux, à mon sens. Merci beaucoup Manuel, Manuel Ravier, donc le président cofondateur d'investissementlocatif.com. Merci à tous les internautes. C'était un plaisir de vous avoir, de partager cette heure. On se retrouve très prochainement pour d'autres webinars sur d'autres sujets, et évidemment tous les jours sur lepetitjournal.com. Merci à tous, bonne journée, bonne soirée, à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.